Bonjour à tous. Je vais commencer puisqu'il est 11h37 et que nous avions indiqué que cette conférence par visioconférence débuterait à 11h30. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà 83 participants en ligne. Donc merci beaucoup et donc je propose de débuter. Donc tout d'abord, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour 2021, une année que j'espère pour tous un peu plus légère et joyeuse et avec beaucoup de bonnes nouvelles en pagaille pour chacun. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui, d'abord d'être avec les panélistes que je vais vous présenter, mais aussi pour débuter ce cycle de qui aura lieu en 3 étapes. Nous allons commencer aujourd'hui par une première conférence sur entreprise et droits de l'homme. Il y aura une seconde conférence qui aura lieu le 28 janvier sur droit européen de la compliance. Et puis enfin, une troisième conférence qui aura lieu le 4 février sur la souveraineté numérique européenne. Nous avons en effet choisi au sein de la FJE de vous offrir ces 3 conférences web sur le thème de la compliance et de l'Union européenne que nous avons organisé avec le groupe d'études géopolitiques. Je rappelle que le groupe d'études géopolitiques a été constitué en 2017 et qu'il émet aujourd'hui 2 grandes revues qui sont le Grand Continent, pardonnez-moi, et la Revue européenne du droit. Et donc, nous avons choisi avec ce groupe d'études géopolitiques et avec la société Doctrine, une société de legal tech que beaucoup d'entre vous doivent connaître, d'organiser ce cycle de conférences sur un thème qui, l'on le sait, est cher à tout le monde. Alors, juste pour commencer, pour vous donner quelques indications, car nous sommes en webconférence, on aurait aimé évidemment ce début d'année, on espérait pouvoir le faire en physique, malheureusement nous n'avons pas pu le faire. Donc, juste quelques éléments. Une fois que j'aurai fait cette introduction, chacun des panélistes aura une petite quinzaine de minutes pour intervenir. Vous êtes évidemment amenés à poser toutes vos questions en direct sur le petit onglet qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Nous les regarderons progressivement et en fonction du timing et du déroulé, soit nous interrogerons directement, soit nous les garderons pour la fin. Mais n'hésitez pas surtout à rendre cela interactif, c'est bien l'objectif, même si malheureusement tout ça se fait à distance. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous avons cette première conférence. Et cette première conférence, elle est donc sur l'entreprise et les droits humains. En gros, cette thématique, c'est une thématique qui, vous le savez, la notion de responsabilité sociétale, comme on l'appelle, de RSE, un peu mouvante et que l'on entend depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Si l'on remonte en effet aux premières questions qui se sont posées, elles se sont posées il y a en effet environ une dizaine d'années au niveau de l'ONU, avec un grand professeur de droit, un grand professeur de sciences politiques, d'ailleurs je crois plutôt à Harvard, qui s'appelait John Ruggie et dont je crois une de nos intervenantes nous parlera, qui a donc débuté des recherches et des réflexions sur l'interaction entre les entreprises et les droits humains et comment celles-ci devaient prendre en considération la responsabilité relative aux droits humains. Donc tout ça a débouché sur quelques engagements au niveau international. Et vous avez vu depuis maintenant une dizaine d'années tout ça cascader, comme on aime dire en franglais, et se décliner soit au terme de jurisprudence locale dans différents pays européens, soit dans le cadre de lois qui ont été dictées. On l'a pour exemple en France autour du devoir de vigilance à l'égard, qui s'applique aux entreprises relatives aux droits humains, droits de l'homme. Et donc, on a vu progressivement s'exprimer et se mettre en œuvre de ces questions. Donc aujourd'hui, ce qu'on a souhaité faire avec vous, c'est balayer où on en était aujourd'hui après ces 10 années, j'allais dire, d'expérience. J'aurai pour cette occasion 4 intervenants. Christelle Collin du cabinet Hogan Lovells, Antonin Lévy du cabinet Lévy, Pierre-Louis Perrin, professeur à Sciences Po et associé chez Berset, et Aurélien Hamel, directeur juridique de Total. Chacun va prendre un angle différent pour pouvoir discuter de ces différentes initiatives et j'espère vous soumettre un peu où nous en sommes, quel est l'état des lieux, quelles sont les perspectives européennes, comment les entreprises aujourd'hui essayent de gérer ces sujets et quelles sont les interactions et les impacts entre une norme qui est peut-être une norme étatique et à la fois comment est-elle reprise par les entreprises.
J'introduirai ce sujet en premier par Christelle, donc Christelle Collin, à qui je vais demander de commencer, j'allais dire. Alors tout d'abord, j'aimerais, je ne sais pas si les gens le verront bien au travers de cette petite visio, mais j'aimerais donc montrer une revue. Alors je ne sais pas si vous la verrez. C'est une superbe revue dans laquelle vous verrez certains de nos intervenants qui ont écrit. Ça s'appelle la Revue européenne du droit. Dans Doctrine, le grand continent. Et je vous invite tous à la regarder, à la feuilleter et à la lire. Elle est assez passionnante. C'est son premier numéro qui a été édité il y a très peu de temps sur la compliance, une idée européenne. Donc, je vous invite très fortement à la lire. Donc, en tout premier lieu, je vais demander à Christelle Collin peut-être de nous donner un peu l'état des lieux depuis l'impulsion internationale que j'évoquais à peine il y a une dizaine d'années sur cette notion qui s'appelait à l'époque Business and Human Rights au niveau de l'ONU en 2005, 2008, puis 2011 avec un encadrement un peu plus normatif, jusqu'à aujourd'hui des dispositifs qui ont été pris au niveau européen dans chacun des pays. Certains pays avec des engagements législatifs et d'autres plus jurisprudentiels. Donc, j'aurais envie de vous poser cette question, Christelle, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous balayer rapidement et nous faire ce petit état des lieux et ce petit paysage entre comment est-on passé il y a 10 ans de cette approche internationale à aujourd'hui cette approche européenne? Et y a-t-il une différence dans l'approche européenne que vous pouvez constater entre peut-être certains pays plus anglo-saxons, moins continentaux, moins de civilistes, et quelle est l'approche qui est adressée par chacun? Christelle, je vous laisse débuter. Très volontiers. Merci beaucoup Stéphanie et merci également à la FJE, au Grand Continent et à Doctrine pour l'organisation de cette table ronde. Je suis ravie de participer et je me réjouis à l'avance des échanges et peut-être même des débats que nous allons avoir ce matin sur un sujet, et comme vous l'avez souligné Stéphanie, dont l'importance est de plus en plus prégnante, je pense, pour les entreprises. Et j'imagine que ce n'est pas Aurélien Hamel qui me contredira sur ce point. Et c'est vrai que c'est un sujet dont je perçois de mon point de vue d'avocate une importance pratique de plus en plus cardinale, transversale, sur un sujet qui bouillonne. Vraiment, je pense que l'intervention d'Antonin Lévy sur la situation en France nous le montrera et que je trouve passionnant. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur tous les différents processus de création de normes en matière d'entreprise et de droits humains, parce que je pense que ce sera l'un des objets de l'intervention de Pierre-Louis Perrin. Mais c'est vrai je pense il y a vraiment eu un changement de paradigme au cours des 15 dernières années. Vraiment un changement fondamental qui a commencé à s'opérer, qui fait appel à des mécanismes juridiques très novateurs et à des réflexions aussi extrêmement nouvelles sur finalement quels impacts les entreprises sont susceptibles d'avoir, voire ont effectivement, sur les droits humains. Et ce qu'on constate, c'est effectivement un mouvement qui est parti de ce qu'au départ on qualifiait de soft law vers aujourd'hui du droit dur, c'est-à-dire des textes législatifs adoptés dans de nombreux États, mais aussi parfois au niveau régional. Et vous avez aussi des négociations internationales. Donc ça concerne à la fois le droit international, mais aussi les droits nationaux, voire le droit européen prochainement. Et on voit des ponts se créer entre des sujets qui ont très longtemps relevé uniquement des sujets de conformité et de compliance, mais qui deviennent aujourd'hui aussi des sujets de responsabilité très sensibles pour les entreprises. Et vous avez aussi un basculement de ce qui était peut-être un réflexe pénal il y a 15 ans vers un sujet de responsabilité civile assez prégnant. Et selon les États, le mix entre ces différentes tendances varie, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, quand on réfléchit sur ces sujets, à la proactivité d'un grand nombre d'entreprises en la matière, qui n'ont pas attendu d'être rattrapées par des obligations juridiques pour se saisir et se mobiliser sur ces sujets.
Alors, aujourd'hui, en janvier 2021, c'est une année assez particulière quand on parle d'entreprise et droits humains, parce qu'effectivement, nous allons célébrer en juin les 10 ans des guidelines de John Ruggie. Donc, John Ruggie, vous l'avez un petit peu introduit, Stéphanie, c'est ce professeur de sciences politiques à Harvard qui a été nommé représentant spécial des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme en 2005 et qui va mener pendant 4 années un processus de consultation très large, très approfondi, très intense, qui aboutit aux principes directeurs qui sont adoptés en juin 2011 à l'unanimité par les Nations Unies. Et c'est vrai que c'est le premier acte fondateur de ce nouveau, ou peut-être même de ce renouveau du sujet entreprise et droits humains. Alors je dis renouveau, parce qu'il ne faut pas non plus laisser complètement de côté tous les travaux menés par l'OCDE dès les années 70 sur les sujets de conduite responsable des affaires dans un contexte mondial. Et c'est vrai que l'OCDE n'a pas été sur la touche sur ces sujets, mais c'est vrai que finalement, les principes directeurs de John Ruggie et adoptés sous l'égide des Nations Unies sont vraiment l'acte refondateur. Et peut-être pour en résumer la philosophie, ils comprennent 3 piliers essentiels. Le premier, il est orienté vers les États, le devoir qu'ont les États de protéger la population contre les violations des droits humains. Mais le deuxième pilier, c'est bien la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains. Et vous avez un troisième pilier qui est, lui, orienté vers les victimes d'éventuels impacts négatifs sur leurs droits humains pour leur permettre d'avoir accès à un recours effectif en cas de problème. Et finalement, c'est dans cette mouvance qui résulte des principes directeurs de John Ruggie que va naître le principe de diligence raisonnable, qui est celui qui infuse beaucoup le sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui d'ailleurs continue à se développer parce que vous avez à l'heure actuelle, toujours sous l'égide des Nations Unies, des discussions extrêmement passionnées entre les États sur un potentiel traité international qui aurait cette particularité, non seulement, comme tout traité, de mettre des obligations à la charge des États contractants, mais également qui cherche des mécanismes pour imposer des obligations directement à la charge des entreprises. Et c'est ce en quoi je parlais de mécanismes juridiques assez novateurs et qui engendrent des discussions très intenses. Alors, je vais éviter de vous faire un inventaire à l'après-vert parce que ça pourrait être effectivement très long et dans l'article qui a effectivement été publié, que j'ai co-signé à la RED, vous avez un peu beaucoup de détails sur un certain nombre de pays et notamment en Europe. Je ne vais pas m'étendre notamment sur la jurisprudence américaine et les soubresauts périodiques que connaît ce sujet et qui font que la question revient très régulièrement sur la table de la Cour suprême américaine. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails sur les développements jurisprudentiels en Angleterre, même s'ils sont extrêmement intéressants pour voir comment se façonne, comment les juges anglais façonnent aujourd'hui progressivement un corpus de règles permettant la mise en cause de responsabilité des entreprises, comment ils en définissent aussi les limites immédiatement. Et il y a là un vrai sujet d'extraterritorialité sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et c'est vrai que l'Angleterre est un exemple assez atypique parce que finalement, vous n'avez pas encore de règles générales de nature législative. Vous avez des textes spéciaux comme la loi sur l'esclavage moderne, mais vous n'avez pas de règles générales, ce qui fait que l'Angleterre se distingue un petit peu de ce point de vue-là. C'est vrai que la région Europe, de façon générale, et tout particulièrement l'Europe continentale, est particulièrement en pointe sur le développement de ces règles contraignantes en matière de diligence raisonnable, de reporting extra-financier que les entreprises ont l'obligation de faire. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas manquer d'évoquer la loi française sur le devoir de vigilance de 2017. Elle a un rôle pionnier parce que c'est la première loi nationale avec un champ aussi large,
et qui a fait l'objet d'intenses discussions devant notre Assemblée nationale. C'est une loi qui, au départ, naît d'une impulsion très forte émanant de la société civile, notamment à la suite de l'incident du Rana Plaza en Inde, cette usine qui s'écroule, dans une usine du textile, et qui amène un vrai questionnement sur les entreprises qui avaient recours aux fournisseurs indiens qui géraient cette usine. Et ça donne naissance à cette loi, voilà, extrêmement large et qui irrigue finalement toute la chaîne de valeur des entreprises françaises multinationales qui y sont soumises en termes d'établissement de ce qu'on appelle un plan de vigilance, mais aussi une ouverture sur les questions de responsabilité civile sur lesquelles Antonin reviendra ensuite. Et c'est vrai qu'à la suite de la loi française, cette loi française, elle va servir d'inspiration à beaucoup d'autres États. Alors, je vais vous donner un seul exemple, le plus récent. Pendant des années, on a attendu une votation en Suisse, donc une forme de référendum qui visait à implémenter un amendement constitutionnel suisse qui aurait créé une forme de devoir de vigilance extrêmement large, obligatoire pour les sociétés suisses. Alors, il y a eu une légère majorité populaire en faveur de ce référendum, mais finalement, du fait de l'opposition d'une des assemblées suisses, ce qui a été retenu, ce n'est pas le texte voté par le peuple, mais une contre-proposition qui, elle, est surtout centrée sur des obligations de reporting renforcées. Et donc, ce texte va entrer en vigueur, ce qui fait que la Suisse est le dernier des États à avoir décidé d'adopter un texte contraignant en matière d'entreprise et de droits humains. C'est le dernier à rejoindre ce club qui ne fait que grandir. Et pour en terminer, parce que j'ai conscience du temps qui passe, juste quelques mots pour esquisser et introduire le sujet de la consultation européenne. Je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas faire un panorama de ce qui se passe aujourd'hui en Europe sans évoquer la consultation initiée par la Commission européenne au mois de novembre dernier et qui se termine en février et qui vise à interroger toutes les parties prenantes sur l'éventuelle préparation, mais qui paraît aujourd'hui assez probable, d'un texte sur les diligences à conduire par les entreprises de façon obligatoire en matière de droits humains, toujours dans l'objectif de prévenir ces atteintes. Donc, j'en termine en vous disant, en tout cas, je termine temporairement probablement, en vous disant qu'il faut s'attendre encore en 2021 à des évolutions significatives, notamment au niveau européen, mais probablement dans différents États, puisque vous avez différents États où des propositions sont à l'étude à des stades différents en fonction des États. Et également, au-delà des questions sur la diligence raisonnable, il faut aussi s'attendre à des évolutions en matière de reporting extra-financier parce que la directive européenne est en train également d'être remise sur la table à l'heure actuelle. Merci beaucoup, merci. Et je réinvite encore tous ceux qui seront intéressés pour aller un peu plus loin, puisque vous citez dans votre article, en effet, coécrit, vous citez énormément d'exemples sur différents pays, aussi bien la Hollande, l'Angleterre, vous l'avez cité, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, et avec un intérêt tout particulier en expliquant comment certains l'ont abordé de manière peut-être un peu plus restreinte, en parlant plutôt des questions des droits humains des enfants et en l'abordant sur un certain angle, d'autres de manière beaucoup plus large, et certains en adoptant des espèces de pactes nationaux à la mode suisse, voire allemande, et d'autres très pragmatiques, comme on oserait dire, comme les systèmes peut-être nordiques, qui l'attaquent étape par étape en donnant en effet des limites. Donc merci beaucoup pour avoir remis ça un peu en perspective. Je vais passer la parole à Antonin Lévy, alors, qui a aussi rédigé un très bel article avec Ophélia Claude sur la question des enseignements des premiers contentieux de la loi sur le devoir de vigilance. Comme on le disait tout à l'heure, donc Christelle Colin nous a emmené de l'environnement international d'il y a une dizaine d'années, cette vision un peu européenne. J'aimerais maintenant qu'on fasse
un petit point de focus sur la partie française. J'ai beaucoup aimé le début de votre article quand vous dites tiens, c'est quand même intéressant. La première chose à se poser comme question, c'est qu'il fut un temps où cette notion de devoir en termes de droits humains était une notion qui incombait à l'État et qui n'incombait pas à l'entreprise en tant que telle. C'était bien l'État qui devait assurer ces droits des citoyens et qui devait assurer aussi assurer qu'elles puissent se défendre et s'exprimer. Et puis, vous expliquez au fur et à mesure de votre article que les choses ont évolué et qu'en effet, les entreprises ont repris ça à leur charge. Mais alors, comment font-elles comment font-elles pour reprendre ceci à leur charge? Et ça pose donc plusieurs questions. Vous posez la question de la notion de vigilance ou diligence, et que j'ai trouvé assez intéressante en notion, en approche un peu différenciée. Et puis aussi, quelle est sa portée? Comment finalement les entreprises sont censées appliquer ça dans un monde privé? Antonin, je vous laisse la parole. Merci Stéphanie et merci aux organisateurs de ce webinaire. D'abord, un tout petit point de rappel pour la question de la loi sur le devoir de vigilance. Vous vous souvenez qu'il existe deux mécanismes judiciaires et contentieux prévus par cette loi du 27 mars 2017. Le premier mécanisme, et c'est celui de l'article L225-102-4 du Code de commerce, qui est l'injonction de mise en conformité, au terme duquel une entreprise peut être enjointe de mettre ses obligations de vigilance en conformité avec les prescriptions de la loi et donc de mettre en place soit le plan de vigilance dans son ensemble, soit certaines des règles qui y sont prescrites. Le second mécanisme judiciaire, c'est celui de l'article L 225-102-5, qui lui renvoie au droit commun de la responsabilité civile, qui est le mécanisme par lequel les personnes qui seraient victimes de violations de leurs droits et qui auraient subi un préjudice pourraient demander à l'entreprise assujettie au devoir de vigilance de les indemniser suivant le mécanisme de droit commun de la responsabilité civile. Ça, c'est le cadre. Dit comme ça paraît extrêmement clair et extrêmement carré, mais quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on essaie de tirer un peu les leçons des différents contentieux qui peuvent exister à ce jour dans l'application de la loi sur le devoir de vigilance, il y a une première chose qui frappe, c'est que cette loi qui avait été âprement débattue, qui avait fait l'objet d'une forte demande de la part de la société civile pour son adoption, et qui, à l'époque où elle avait été votée, avait été par ses détracteurs brocardé comme peut-être la fin de la compétitivité des entreprises françaises, un débat qu'on avait déjà entendu à l'époque des premières lois anticorruption, qui avait été vu également comme un risque de judiciarisation de quelque chose qui jusqu'ici relevait du droit mou, et on imaginait, au moment qu'on avait repris les travaux parlementaires, une multiplication des contentieux. On constate que presque 4 ans après l'application de la loi, c'est en réalité beaucoup plus mesuré, puisque, et là-dessus, les données publiques sont, on le pense, relativement complètes, puisque les parties prenantes qui engagent des actions ont une tendance à le faire savoir relativement publiquement lorsque cela se passe. On voit donc bientôt 4 ans après l'adoption de la loi, 7 mises en demeure dans le cadre du premier fondement juridique 225-102-4, donc 7 mises en demeure de mise en conformité qui ont été adressées à des entreprises assujetties. Et à la suite de ces 7 mises en demeure, 3 contentieux qui ont été introduits et qui, à ce jour, sont encore pendants. Alors, on va y revenir l'un d'entre eux, peut-être un peu moins, parce qu'on ne sait pas si un pourvoi à ce jour a été introduit sur une décision qui a été rendue. Mais premier constat peut-être à tirer, alors qu'on envisageait une avalanche de procédures, bientôt 4 ans après, 3 contentieux qui ont effectivement été introduits et 7 mises en demeure. On est loin, je crois, des craintes que l'on pouvait avoir à l'origine sur l'applicabilité de la loi sur le devoir de vigilance. Alors, une raison peut-être à ça, c'est un avis personnel, mais je pense, quand on regarde le champ qui a été pris pour l'applicabilité de la loi sur le devoir de vigilance, que les entreprises majoritairement françaises qui y sont assujetties, bénéficient des efforts qui ont été introduits depuis finalement dès avant 2017 et une mise en conformité qui existait alors même que la loi sur le devoir de vigilance n'était pas encore applicable, des entreprises qui s'étaient volontairement assujetties aux obligations qui existaient avant cette loi de 2017, qui avaient
pour nombre d'entre elles, adhéraient au United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights qui datait déjà de 2011, qui avait pour nombre d'entre elles édicté des règles internes et donc des règles de fonctionnement pour pouvoir s'assurer du respect du devoir de vigilance. Et ce que l'on constate également, c'est que si cette loi avait été portée, en effet, à la suite des incidents tragiques de Bhopal, naturellement, qui restaient toujours dans les mémoires, mais également du Rana Plaza, qui était l'exemple cité dans le cadre des débats parlementaires comme la nécessité de réguler les grands groupes dans la conduite de leurs activités à l'international, on constate de manière intéressante que dans les 7 mises en demeure et dans les 3 contentieux qui ont été introduits, ce n'est jamais la question de la supply chain qui a fait l'objet de contentieux, mais toujours la question de l'activité de la maison mère par ses filiales, le cas échéant en joint venture ou le cas échéant en partenariat avec d'autres entreprises localement. Mais alors que dans ces 2 hypothèses qui avaient présidé à l'adoption de cette loi, on était toujours dans un cas de responsabilité de la supply chain, et on voit d'ailleurs que c'était un des gros points de débat dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, dans ces seules applications pratiques, on est sur un schéma intragroupe au sein des entreprises qui ont pour l'instant été visées par les procédures. Dans les enseignements que l'on peut tirer des 3 contentieux qui sont aujourd'hui pendants. Alors, les 3 contentieux, pour juste les resituer dans leur ensemble et pour bien rappeler le stade procédural où nous en sommes, deux des contentieux visent une première entreprise et c'était systématiquement dans les 2 cas, dans ces 2 premiers contentieux, un contentieux 225-102 4, c'est-à-dire une injonction de mise en conformité et une demande de modification du plan de vigilance qui font l'objet d'un débat devant les juridictions. Pour le premier de ces contentieux, il est toujours pendant devant les juridictions de fond. Pour le deuxième de ces contentieux, qui a été introduit historiquement d'ailleurs le premier, en octobre 2019, une première décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en référé et a fait l'objet récemment d'une décision de la Cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020, décision dont on ne sait pas pour l'instant si elle fera ou non l'objet d'un pourvoi en cassation. Troisième contentieux en cours, qui lui est un contentieux mixte, qui vise à la fois une obligation de mise en conformité et une demande indemnitaire, qui est également toujours pendant devant les juridictions de fond au tribunal judiciaire de Paris. Donc on voit qu'on a encore un recul relativement faible sur les mises en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance, puisque pour l'instant, la seule juridiction d'un degré supérieur qui s'est prononcée, il s'agit de la Cour d'appel de Versailles, dans le cadre d'une demande en référé, avec toutes les limites que le pouvoir du juge des référés peut avoir dans les décisions qu'il rend. Aujourd'hui, en réalité, on se rend compte que finalement, 4 ans après, et avec 3 contentieux introduits, on a beaucoup de questions et finalement assez peu de réponses, puisque les décisions, les 2 seules décisions qui ont pour l'instant été rendues, ne se prononcent finalement que sur 2 questions qui relèvent de problématiques de procédure plus que de problématiques de fond. Les 2 seules questions qui ont été tranchées sont celles, j'y reviendrai tout à l'heure, de l'intérêt à agir des demandeurs à ces actions. Et la seconde, c'est celle de la compétence des juridictions qui ont à connaître de ce type d'action. Et pour commencer sur la question de cette compétence, on voit qu'elle cristallise un débat de fond qui, en réalité, donne 2 visions philosophique, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, ce n'est pas seulement une pure question de compétences techniques et juridiques, la manière dont on appréhende la loi sur le devoir de vigilance. Dans le cadre des contentieux que nous avons eu à connaître, on a eu une demande extrêmement forte de la part des parties prenantes, qu'il s'agisse des associations ou des syndicats, de voir la compétence confiée au juge judiciaire et non pas au juge consulaire, donc de voir la totalité du contentieux de la loi sur le devoir de vigilance relever de la compétence des juridictions civiles, alors que nous soutenions que, s'agissant des actions en matière d'injonction, donc 225-102-4, il appartenait au juge consulaire de se prononcer sur ces questions.
en dehors de la question de savoir quel est le juge compétent, la question derrière est un tout petit peu plus large, et c'est en un sens le débat que l'on a et qu'on n'a pas encore vraiment pu avoir, mais qui sous-tend cette question-là, c'est quelle est la portée que l'on donne et quelle est la nature que l'on donne à la loi sur le devoir de vigilance. De la part des demandeurs, on voit que la tentation est forte de chercher à avoir une forme de compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des allégations de violation de droits humains commises à l'étranger, presque quel qu'en soit l'auteur, et de rendre les entreprises comptables des violations de droits humains qui auraient pu être commises par elles-mêmes ou par leurs filiales pour leur compte, ou alors, la question ne s'est pas encore posée, mais la logique serait la même, par leur supply chain, et même parfois dans certaines demandes, le cas échéant, par des acteurs étatiques agissant conjointement ou dans le cadre d'un contrat avec des filiales locales des entreprises concernées. Et la tentation est forte, et c'est pour ça que c'est cohérent dans le cadre de ces demandes, de considérer que ces contentieux qui visent en réalité à avoir cette compétence universelle sur la violation des droits de l'homme ne doivent pas ressortir de la compétence du juge consulaire, puisqu'il doit s'agir du juge de droit commun et donc du juge civil pour connaître de ces demandes. On est sur une logique quasi pénale, qui était le même débat qu'on a eu lorsque le code de procédure pénale avait été modifié pour donner compétence universelle aux juridictions françaises dans le cadre de certaines violations des droits de l'homme et leurs poursuites qui pouvaient être commises. Et c'est bien cette tentation-là que l'on voit ressortir dans les différents contentieux qui aujourd'hui sont pendants. Et c'est la question qu'a dû trancher la Cour d'appel de Versailles, puisque l'autre face de cette médaille et la position que nous soutenions, c'est que s'agissant des actions en injonction, on est se pose la question de savoir comment les entreprises définissent, mettent en place et implémentent des règles de fonctionnement internes à leur groupe, et le cas échéant, la logique serait la même avec la supply chain si la question devait se poser, puisqu'on est sur une extension large de la vision de groupe. Mais c'est bien comme ça que la loi a été construite. Et donc, comment ces règles sont mises en place et sont effectivement déployées pour pouvoir apprécier, le cas échéant, la question d'une responsabilité. Et nous soutenions que cette question précisément relevait de la compétence non pas des juridictions civiles, mais des juges consulaires, puisque la question n'était pas en réalité de savoir si l'indemnisation qui pouvait être sollicitée était la question première, mais si, au regard des règles internes à l'entreprise, ces règles avaient été correctement mises en place, avaient effectivement été déployées, et ces questions-là relevaient, il se trouve, parce que c'est comme ça que la loi française est construite, de la compétence des juges consulaires. Et c'est exactement le raisonnement qu'a adopté la Cour d'appel de Versailles. Et c'est intéressant parce que la Cour d'appel de Versailles, même si elle statue en référé, a décidé de rendre cette décision en chambre réunie, en chambre mixte, pardonnez-moi. Et donc, nous avions pour plaider cette question le premier président de la Cour d'appel de Versailles et six autres magistrats, donc 7 magistrats dans leur ensemble, avec la chambre civile et la chambre commerciale, c'est-à-dire les 2 formations de la Cour d'appel de Versailles qui connaissent des appels du tribunal de commerce, des appels des questions indemnitaires civiles et de la compétence civile générale. Et c'est dans cette formation mixte que la Cour d'appel de Versailles a jugé de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et a confirmé la question justement de la compétence des juridictions consulaires en jugeant qu'il relevait précisément de la compétence du juge qu'on essaie de dénigrer comme étant le juge de l'entreprise, mais qui est finalement le juge naturel des entreprises pour connaître de leur fonctionnement interne, et que la première question qui se pose en matière de loi sur le devoir de vigilance, c'est une question de fonctionnement interne de l'entreprise, de déploiement de ces règles. Et là-dessus, on voit d'ailleurs une forme de parallèle. Le parallèle a ses limites, et dans les 15 minutes qui vont bientôt arriver à leur terme, ce n'est pas l'objet de le déployer, mais il y a une forme de logique cohérente avec la manière dont l'AFA raisonne. Quand elle laisse, si vous prenez la décision Imeris qui avait été rendue, une marge de manœuvre aux entreprises pour finalement
voir comment elles doivent déployer leur programme de compliance en matière d'anticorruption, et en considérant qu'à un moment, c'est la responsabilité de l'entreprise, c'est la manière dont elle traite ses règles internes, et que cette liberté qui a été laissée par le législateur à la manière dont la loi sur le devoir de vigilance doit être implémentée, c'est bien au tribunal de commerce qu'il appartient de le traiter. Deuxième point important, et qui montre aussi cette tension sous-jacente dans la manière dont on perçoit la loi sur le devoir de vigilance, se posait dans le cadre de ce contentieux, de ce premier contentieux qui a été tranché par la Cour d'appel de Versailles, la question de l'évocation. Et les demandeurs appelantes avaient souhaité que les problématiques de fond, dont elles soutenaient la gravité et l'urgence, soient, nonobstant la question de la compétence, évoquée par la Cour d'appel de Versailles, comme elle a le pouvoir, et pour pouvoir justement trancher cette question dans les plus brefs délais, compte tenu, toujours selon elle, de l'importance des violations alléguées des droits humains qui se déroulaient, et avec toujours cette question de faire des juridictions civiles françaises une forme de compétence universelle des violations des droits humains qu'elle soutenait. Ce que la Cour d'appel de Versailles a retenu là-dessus, en rejetant cette demande d'évocation, c'est d'abord de bien rappeler qu'elle n'était saisie que d'une demande d'injonction pour éventuellement modifier ses règles de fonctionnement, et non pas de savoir si des violations de droits humains avaient été commises à l'étranger. Donc elle recadre le débat en disant « je ne suis saisie finalement que d'une question de process, car c'est ainsi que la loi a été construite, et non pas de la question de savoir si des droits humains ont été violés à l'étranger ». Et deuxièmement, elle considère que quelle que soit l'urgence alléguée et quelle que soit la gravité des faits allégués, il n'était pas d'une bonne justice de priver la partie intimée, donc en l'occurrence la société intimée, de son double degré de juridiction, et rejette la demande d'évocation en recadrant bien le débat sur ce que le débat était selon elle. Dernier point qui peut apparaître quand on regarde avec un peu de recul les enseignements qu'on peut tirer de ces premiers contentieux, c'est, je crois, le poids croissant des associations et des syndicats dans le cadre de cette demande. C'est un peu un truisme parce qu'on sait qu'ils étaient les principaux promoteurs de la loi sur le devoir de vigilance, et que de nombreuses associations internationales avaient justement souhaité que cette loi puisse être adoptée pour pallier certaines carences du droit français. Il y a cependant dans cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles un point qui est un petit peu moins commenté, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il se rattache peut-être de manière plus large et va au-delà de la loi sur le devoir de vigilance en termes juridiques, se poser la question de l'intérêt à agir d'une part des associations de demanderesses, mais d'autre part, dans le cadre de ce contentieux spécifique, plusieurs intervenants volontaires s'étaient joints qui ne faisaient pas partie des demandeurs initiaux et qui, en cause d'appel, étaient intervenus volontairement pour soutenir la position des appelantes et considérer que leur seul intérêt à agir dans le cadre de l'application de la loi sur le devoir de vigilance, c'était de savoir quelle serait la juridiction compétente, et leur seule question était de savoir si c'est tribunal judiciaire ou tribunal de commerce. Et là-dessus, la Cour d'appel de Versailles a eu cette décision qui est extrêmement intéressante. Je vais lire cet attendu qui est très court. Le risque qu'elles évoquent, donc les parties intervenantes, si la compétence du juge consulaire est retenue, devoir, je cite, dénaturer l'obligation de vigilance prévue par la loi et d'impacter les contentieux qu'elles seront amenées à porter, sans que la Cour ait à se prononcer sur le bien fondé du motif allégué, justifie que soit retenu un intérêt de leur prétention manifestée sur la compétence quant à la conservation de leurs droits. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'on voit qu'on consacre pour les associations et pour les syndicats un droit à ne pas voir dénaturer la loi qu'ils ont portée et dont ils sont les promoteurs. Et ça sous-tend une autre question que la loi sur le devoir de vigilance incorporait, c'est la nécessaire coopération qu'il doit y avoir dans la mise en place des processus de vigilance avec les parties prenantes. Et on voit ici que la Cour d'appel de Versailles suit cette logique. Tout au long du processus, il est nécessaire d'associer au maximum et de pouvoir échanger afin de faire en sorte que ces règles internes à l'entreprise qui seront déployées dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance ne soient pas une forme de corpus imposé comme un bloc qui n'aura pas fait l'objet de discussion d'une part avec les acteurs locaux, mais
par ailleurs avec les autres parties prenantes pour faire en sorte de limiter le risque de contentieux, de favoriser le dialogue, car c'est en réalité ce que la loi sur le devoir de vigilance essaie de faire avec cette obligation de mettre en demeure et de laisser à l'entreprise la possibilité pendant un délai de 3 mois de répondre. Et cette large ouverture sur l'intérêt à agir vient selon moi confirmer cette idée que les parties prenantes doivent être tout au long du processus associées à la manière dont se déploie depuis le premier jour, c'est-à-dire presque le moment où la cartographie des risques est mise en place, jusqu'en cas d'échec de toutes les étapes, le contentieux, dont les parties prenantes doivent être associées pour que la loi sur le devoir de vigilance reste un dialogue constant entre l'entreprise et les différentes parties, et non pas simplement une simple imposition de la règle. Et c'est peut-être justement parce qu'on est dans cette forme de droit mou, de soft law, où les entreprises ont depuis maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, adhéré et mis en place elles-mêmes ces règles, qu'on peut se le permettre beaucoup plus qu'avec des règles rigides qui seraient imposées par l'État. Et vous le rappeliez, Stéphanie, c'est vrai qu'on voit en matière de loi sur le devoir de vigilance, une forme de paroxysme des aspects de la compliance où l'État était le seul comptable à l'origine de la mise en place des règles de protection de la violation des droits de l'homme et le seul comptable de ces éventuelles violations. Et on voit, avec le rôle majeur joué par les entreprises dans le déploiement de ces règles et la liberté qui leur est laissée, une forme de transfert de compétences où l'État laisse à l'entreprise et aux parties prenantes le soin de discuter et, le cas échéant, si en cas de discussion impossible, d'aller au contentieux pour pouvoir s'assurer une protection effective des droits humains. Merci beaucoup, Antonin. C'était à la fois passionnant et ça nous a permis de rentrer dans un certain nombre de précisions. Et je vous remercie d'avoir été jusque-là où il était possible d'aller pour nous donner des éclairages sur les contentieux en cours. Alors, vous nous avez permis une superbe transition. La première, c'est que je crois que la personne qui nous a posé quelques questions sur justement ce que pouvaient attendre les associations potentiellement, je crois qu'elle a eu, et j'espère, la réponse à sa question. Et en tout cas, je retiens 2 choses, à la fois un certain nombre de choses qui commencent à être résolues, j'allais dire, ou en tout cas auxquelles les tribunaux ont répondu, notamment en termes de compétences, mais surtout un second point que j'entends dans ce que vous dites sur l'appel à justement cette capacité à la coopération et la nécessaire coopération entre les associations, les entreprises, grosso modo entre les parties prenantes, qui a toujours été le meilleur moyen pour bâtir ce genre de processus assez compliqué in fine. Donc, merci beaucoup. Et une très bonne transition pour introduire Pierre-Louis Perrin sur la question de l'articulation entre l'entreprise et l'État. Alors, depuis nos 2 derniers intervenants, on entend en filigrane à chaque fois cette notion d'intérêt public, la façon dont ces intérêts publics ont basculé dans l'environnement privé, et à la fois comment trouver le juste équilibre. On entend d'Antonin Lévy que tout n'a pas été réglé. Alors peut-être était-ce bien, mais en tout cas dans cette loi notamment française, les modalités d'application pour une entreprise sont loin d'avoir été totalement précisées et éclairées. Et pourtant, on voit une attente très très forte des États, une attente très forte de l'environnement public, une attente très forte des ONG, une attente très forte des associations. Donc comment réconcilier ce monde, à la fois ce monde qui a créé des normes mais qui finalement ne veut pas totalement normaliser les choses, et à la fois ce monde privé qui lui se voit transférer ses obligations, je ne dirais pas totalement normative, on a parlé de soft law tout à l'heure, mais en tout cas l'exécution d'une partie de cet environnement normatif. Donc Pierre-Louis, je vous laisse la difficile tâche d'essayer de nous éclairer un peu sur cette articulation entre l'État et les entreprises. Merci Stéphanie, merci à la FJE, à Hugo Pascal au Grand Continent et à Doctrine pour leur invitation à débattre aujourd'hui. Je vais revenir sur ces points et je vais développer brièvement ces 2 thèmes. L'entreprise donc invitée à intervenir dans les intérêts publics et la marge que la loi laisse aux entreprises pour la définition des droits et intérêts qu'elle doit défendre. Et pour aborder le sujet, je voudrais remonter encore plus loin que le professeur Guy, donc à une 50aine d'années, et à un célèbre article du prix Nobel d'économie Milton Friedman, qui, vous vous en souvenez sans doute,
avait dit très fortement à l'époque que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'était de faire des profits. Et pourquoi disait-il ça? C'est qu'il estimait que l'entreprise n'était pas légitime à faire autre chose, et surtout pas à intervenir dans l'espace politique. Pour lui, n'ayant pas de légitimité démocratique, n'en ayant pas plus aujourd'hui qu'à l'époque, et les dirigeants ne devant pas ériger leurs convictions personnelles en règles de gestion, on devait s'arrêter uniquement à un développement des affaires au profit des parties prenantes de l'entreprise. Et pour lui, parties prenantes de l'entreprise, à l'époque déjà, ça voulait dire les actionnaires, mais aussi les clients, aussi les salariés. Donc il disait que si l'entreprise développait une activité politique ou même simplement philanthropique, eh bien, elle finalement desservait les intérêts de ses parties prenantes et qu'elle franchissait une sorte d'interdit logique absolu. Pour lui, il distinguait bien ces actions-là de celles qui consistent pour une entreprise à exercer une responsabilité sociale qui sert son propre développement économique. De ce point de vue-là, c'est légitime, mais dit-il, c'est hypocrite. On voit bien pourquoi, et on voit que d'une certaine façon, par son puritanisme de l'époque, Milton Friedman était le premier à dénoncer le greenwashing qu'on voit se développer aujourd'hui. Alors maintenant, il est intéressant de voir comment les entreprises aujourd'hui, et notamment les dirigeants d'entreprises qui se sont saisis le plus de ces nouvelles problématiques que Christelle Colin notamment a présentées, comment voient-ils cette articulation? Et je vais en citer trois. Le premier, c'est Pascal Demurger, il est directeur général de la Maïf, et il a écrit un livre dont le titre a dû faire se retourner Milton Friedman dans sa tombe, puisque le titre du livre, c'est « L'entreprise au XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ». Et en même temps, si Milton Friedman est allé au-delà du titre et a écouté ou lu ce que dit M. Demurger, il devrait être rassuré, puisque M. Demurger expose que l'objectif reste de créer des richesses et que le dirigeant ne peut pas diminuer la performance de l'entreprise. La RSE, pour lui, c'est un moyen de gagner en compétitivité. Alors, je cite un deuxième dirigeant, c'est Olivier Duhat, qui est coprésident de WebHelp. On peut aller très loin dans la communion entre RSE et économie. La limite, c'est la destruction de la compétitivité de l'entreprise. Les choix effectués ne doivent pas déclasser cette logique et détruire ce qui fait avancer l'entreprise. Les notions de croissance et de profit demeurent importantes. Et dans la même lignée, Sandrine Conseiller, qui est PDG de Aigle et qui veut doter sa société d'une mission, on va revenir sur la mission de la loi Pacte, il s'agit de faire que le développement économique soit vertueux pour l'environnement dans lequel l'entreprise se trouve, toujours dans le respect de la profitabilité. Donc, on voit bien que les concepts d'entreprise citoyenne ou même d'entreprise politique, qui est un peu plus marginal mais qui se développe, mettent en lumière la nécessité de prendre plus en compte l'environnement politique et social, mais ne reviennent pas sur la logique profonde de l'entreprise. Il reste beaucoup de non-dits, voire d'impensés sur ces questions-là. À vrai dire, on n'en est qu'au démarrage. Et je vais rappeler que le devoir de vigilance, donc, qui a été longuement présenté par Christelle et par Antonin, est une chose, et que la loi Pacte de 2019 a complété donc, la nouvelle vision de l'État sur le rôle des entreprises. Et vous le savez tous, donc je vais aller très vite. D'une part, il a instauré l'idée que toute société civile ou commerciale devait être gérée dans son intérêt social, celui de l'entreprise elle-même, tout en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et ça, comme vous le savez, c'est valable pour toutes les entreprises. Et ça a été ajouté au Code civil. Et puis, par ailleurs, il y a deux possibilités qui sont offertes de façon optionnelle. Celle d'ajouter une raison d'être, qui est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens. Donc, des principes qui, on le voit bien, peuvent dépasser éventuellement l'objectif économique et l'objet social de l'entreprise. Et puis, plus encore, elle peut se fixer une mission, c'est un peu la même chose, mais en plus contraignant, avec une organisation plus complète autour de ça. Et on a vu arriver les premières sociétés à mission qui sont immatriculées, qui ont donc lancé cette nouvelle mode. Alors,
On voit bien là l'illustration du changement de paradigme dont on parlait auparavant. Les États invitent les entreprises à regarder au-delà de leur intérêt économique pur et simple. Elles doivent prendre en considération les intérêts sociaux et les intérêts environnementaux, et elles peuvent même aller plus loin. Ceci étant, les raisons d'être qu'on a vues publiées sont souvent un peu déceptives, je dirais, par leur côté soit très vague et général, soit trop lié à l'activité même de l'entreprise, de sorte que peut-être on est dans une sorte d'entre-deux, entre l'expression d'un business model propre à l'entreprise et puis d'objectifs environnementaux ou sociaux différents. Mais il est bien certain que là aussi, il y a une énorme ambiguïté. Et pour prendre des exemples d'entreprises étrangères, business model de Uber, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que sa raison d'être, à part de disrupter les réglementations des transports type taxi et de disrupter aussi le modèle du salariat en imposant de façon générale une sorte d'entrepreneuriat individuel généralisé à ces chauffeurs. Et on pourrait prendre aussi Amazon, on pourrait prendre Ryanair. On s'apercevrait qu'il serait très difficile pour ces sociétés d'exprimer une raison d'être qui serait en ligne avec des objectifs sociaux, environnementaux vertueux. Bon, je passe là-dessus. Je vais essayer de montrer maintenant que la loi laisse aux entreprises le soin de définir les droits qu'elles doivent protéger. Antonin Lavie l'a déjà mentionné. Et on sait que cela vient d'abord d'une constatation qu'on a faite au tournant du siècle, c'est que dans ces grands groupes dont les activités sont multijuridictionnelles, il y a forcément une latitude qui leur est laissée pour s'organiser et un espace juridique qui n'est plus celui sur la base duquel on a eu l'habitude de raisonner, avec donc une sorte de pyramide des normes propre à chaque État et qui arrivait à normer donc l'activité de chacun dans un, disons, euclidien. Et maintenant dans une logique d'ensemble flou dans lesquels les entreprises ont un rôle premier pour déterminer leurs règles de fonctionnement. Certains ont vu une menace d'un self-service juridique, d'autres ont vu, peut-être de façon plus réaliste, qu'on entrait dans l'ère de la conformité, de la compliance, et là également, ça a été dit tout à l'heure, quand on invite les entreprises à prendre en charge des intérêts fondamentaux, des buts monumentaux, comme on a pu le dire, c'est-à-dire par exemple éradiquer le travail des enfants, si c'est le rôle de l'entreprise, ça veut dire qu'on leur impose une norme qu'elles doivent après décliner et respecter. Or, ça n'est pas si facile pour faire. Et c'est longuement le devoir de vigilance dans ce domaine-là. Je vais vous donner un exemple. Le plan de vigilance de L'Oréal édite deux règles très claires. Ils disent, nous considérons que chez nos fournisseurs, il ne doit y avoir de personnes qui travaillent en dessous de l'âge de 16 ans. C'est eux qui ont défini cette norme de 16 ans. On voit bien que ce n'est pas la règle française, ce n'est pas une règle non plus écrite de façon précise dans chaque État. C'est eux qui définissent une règle, 16 ans. Et par ailleurs, ils disent donc le temps de travail effectif mesurable ne doit pas dépasser 60 heures. Donc on voit bien qu'on est loin de la norme française dans les différents pays où L'Oréal intervient. Voilà, c'est ce genre de normes que la loi sur la vigilance invite les entreprises à définir. Mais on l'a dit aussi, cet ensemble de règles qu'elles définissent elles-mêmes, elles se définissent dans un rapport dialectique avec des ONG notamment, qui sont beaucoup plus exigeantes que la vigilance elle-même ne pourrait le laisser penser. Alors, par exemple, vous savez, Sherpa est l'une de ces ONG très en pointe,
Ils ont fait un guide de référence pour ce qu'on doit trouver, d'après eux, dans les plans de vigilance. Et donc, ils disent, si le droit local est moins disant que le droit français, il s'agira alors typiquement d'un risque ou d'un cas d'atteinte grave. Il faut que ce risque soit identifié, puis il faut évaluer s'il est possible de respecter un standard français ou international, disant, tout en respectant le droit local. C'est une position qui n'est que celle de Sherpa, qui n'est pas le reflet de la loi et du droit positif, et qui en plus pose des problèmes très importants parce que aller expliquer qu'en Chine, on doit respecter le droit syndical et de représentation des salariés, c'est très compliqué, c'est impossible en fait. Donc, on pose des niveaux d'exigence extrêmement forts et les ONG ont aussi pour ambition de faire passer ces messages et d'imposer ces critères aux juges qui auront à connaître des contentieux dont Antonin parlait tout. Voilà, je pense que peut-être le temps est déjà écoulé, donc je vais peut-être rendre la parole à Stéphanie pour poursuivre le débat. Merci beaucoup. Je suis désolée, on a eu quelquefois quelques petites interruptions sur l'intervention de Pierre-Louis Perrin. Vous nous en excusez, parfois techniquement les choses ne sont pas toujours parfaites. Je vais donner la parole maintenant à Aurélien Hamel, qui est donc directeur juridique d'une grande société. Et je vais lui demander peut-être en premier lieu s'il a quelques réactions par rapport à la façon dont toutes ces choses ont déjà été abordées. On a dit beaucoup de choses depuis maintenant un peu plus d'une heure. Déjà, j'aimerais avoir ses premières réactions. Et puis après, si Aurélien veut bien, j'aurais aimé parler un petit peu de... on a peu parlé pour l'instant de toutes les réflexions qui sont en cours et les discussions sur une directive européenne justement dans ce domaine. Et donc, quels sont, j'allais dire, ses avis et quels sont les premiers éléments qu'il souhaite nous donner là-dessus. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Nous allons essayer d'y répondre au fur et à mesure. Je laisse aussi les panélistes les regarder s'ils souhaitent. Et Aurélien, évidemment, vous êtes invité à y répondre si vous souhaitez. Merci beaucoup Stéphanie, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci aux intervenants précédents et merci à la FJE, à Doctrine et à Grand Continent d'organiser ce séminaire. Je voulais réagir et revenir en fait sur, et d'ailleurs ça se retrouve dans les questions qui sont posées, revenir sur la raison d'être du devoir de vigilance au sens de la loi sur le devoir de vigilance française. Un certain nombre de commentateurs, et ça fait écho à ce que disait Pierre-Louis à l'instant, considèrent que les grandes entreprises, les entreprises multinationales, les EMN, du fait de leur présence internationale, du fait de leur puissance financière notamment, auraient créé un espace de vide juridique dans un monde globalisé qui s'affranchirait des règles nationales notamment, et que ça serait une des raisons pour lesquelles il faut encadrer ces activités dans un monde globalisé, dans un espace qui serait une forme d'espace de non-droit. Ça n'est pas mon point de vue et ça ne remet pas en cause le devoir de vigilance. Au contraire, j'y viendrai après, mais je ne pense pas que ça puisse être une raison valable. Si on y pense bien, les entreprises, toutes mondialisées qu'elles soient, sont tout de même territorialisées au moins pour leur maison mère et pour leurs filiales. Je prends le groupe Total, dont je suis le directeur juridique, et ça vaudra pour tous les grands groupes français. Je pense que ça vaudra pour tous les groupes européens et des pays de l'OCDE. Les maisons mères sont incorporées, ont leur siège social pour nous en France, et nous sommes en France soumis à des règles pour nos activités qui y sont déployées, qui répondent largement au devoir de vigilance. Et d'ailleurs, si on veut renverser la perspective, on ne trouve pas aujourd'hui, et je doute qu'on trouve à l'avenir, des actions judiciaires ou des mises en demeure s'agissant des activités des grands groupes internationaux dans les pays de l'OCDE. Total n'a pas été mis en cause, et je ne pense pas qu'on ait vocation à l'être, à raison de manquements aux conditions de travail, à raison de manquements aux procédures d'expropriation conduites en vertu du droit français lorsqu'on a des projets industriels, parce qu'en droit français, vous avez une police de l'environnement, vous avez une réglementation des installations classées pour l'environnement, parce que vous avez des normes sur le droit de travail, sur les conditions de travail, sur l'exposition aux poussières dans les ateliers. Et donc, en réalité, il n'y a pas dans les pays de l'OCDE
de vide juridique que le devoir de vigilance aurait vocation à combler. Je pense que c'est erroné que de le dire et de le penser. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des espaces souverains ailleurs dans le monde, on va dire dans le Sud, si on veut prendre cette distinction nord-sud, qui ont un cadre réglementaire qui est moins disant. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie-Pacifique, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai dans différents États. Et probablement que c'est cela que le devoir de vigilance veut toucher, non pas pour combler un vide juridique que les entreprises multinationales auraient créé, parce que cette moins-disance du cadre réglementaire de certains pays du Sud, ce ne sont pas les entreprises multinationales qui l'ont créé, c'est ma foi un développement socio-économique moins mûr que le développement socio-économique de l'Occident, qui en réalité en est la cause. Et ce qui renvoie d'ailleurs aussi au propos de Milton Friedman qui était cité tout à l'heure. Et donc, il y a cette volonté de faire rayonner dans d'autres pays, au cadre réglementaire moins disant, les normes françaises ou les normes occidentales. Et les propos de Sherpa, de ce point de vue, sont intéressants. À cet égard, si je prends l'exemple de ce que fait le groupe Total, on se réfère à un certain nombre de standards internationaux dans notre code de conduite et qui irriguent ensuite toutes nos normes internes, toutes nos procédures. En droit du travail, je vais donner cet exemple, on se réfère volontairement aux conventions fondamentales, donc aux droits fondamentaux définis par l'Organisation internationale du travail, et on considère que dans un pays donné où nos filiales opèrent, si les standards sont moins disants que les droits fondamentaux reconnus par l'OIT dans les 7 conventions fondamentales du droit de l'OIT, eh bien, nous veillerons à nous aligner sur ces standards internationaux. Donc, on voit bien qu'on projette dans des espaces souverains, moins disants, quelque chose de mieux disant. Et que là où les États ont échoué, et je vais répondre à une question qui a été posée en passant, parce que certains parfois rapprochent ce qui se passe aujourd'hui, ce dont on est en train de parler, du colonialisme. Je ne fais pas de parallèle entre les deux, mais le colonialisme, pour certains, était une manière de projeter des valeurs et des normes occidentales dans d'autres pays. Ça a échoué, et ça a été d'ailleurs tragique à bien des égards, et l'histoire en est témoin. Mais on voit que les entreprises internationales aujourd'hui sont utilisées comme vecteurs de projection par les États occidentaux et par les organisations de société civile occidentales, de normes et de valeurs occidentales. Et pourquoi pas? Moi, je ne pense pas qu'on doive le condamner sur le principe. Et d'ailleurs, les entreprises, c'est le cas de Total et c'est le cas d'autres, s'étaient engagées volontairement dans le sillage des principes Ruggie en 2011, dans le sillage des principes de l'OCDE, et je l'ai dit là pour les conventions de l'OIT. Donc, ce n'est pas un problème en soi parce que, et je ne suis pas friedmanien en réalité, je pense qu'aujourd'hui, certes, une entreprise doit faire des profits parce que ça rayonne et c'est bénéfique pour le tissu socio-économique là où elle opère, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et personnellement je ne le regrette pas, une entreprise doit être acceptable. Vous savez, c'est la fameuse social license to operate, c'est l'acceptabilité des entreprises. Je pense que c'est une demande qui est de plus en plus forte avec les générations qui arrivent de plus en plus sur le marché de l'emploi et qu'on doit répondre à cette préoccupation qui est celle de l'acceptabilité des grandes entreprises. Les mécanismes de droit souple ou de droit dur sont une habilité de social license. Il y a Alors, je crois que nous avons perdu Aurélien pour quelques instants. Il va se reconnecter. Oui, désolé, en effet. Les autres panélistes m'entendent-ils? Ah, ça y est, je t'entends, Stéphanie. Parfait, Aurélien, on t'avait perdu. Bah, écoute, je laisse continuer. Alors, je vais peut-être couper la caméra apparemment, ou d'autres, si d'autres peuvent couper la caméra, je ne sais pas, on va voir. Non, à moi, Coralie de la FGE me... Bon, je vais peut-être... Vous m'entendez? Non.
Dans une boîte métallique. Magnifique voix robot. Jean, Alors, j'ai coupé la caméra. ça a l'air, J'ai coupé la caméra en espérant que ce soit mieux. c'est mieux. Bon, désolé. Alors, donc je disais, on a deux Je crains, Aurélie, qui sont différents en langue anglaise. On n'a pas cette distinction. Et les principes requis et pas vers la liability. J'ai l'impression qu'on a encore du mal à m'entendre. vas-y. On t'entendait à la fin, Aurélien. Alors, Aurélien va peut-être essayer de se déconnecter, de se reconnecter. Alors, la problématique de l'extraterritorialité, et avant d'aborder, pour conclure, pour ce qui me concerne. Ouais, je crois qu'on a véritablement perdu Aurélien Hamel. Donc, pardon pour ces petits soucis en direct. Peut-être que je vais en profiter pour solliciter un de nos panélistes, peut-être Christelle ou Antonin, je ne sais pas. Nous avons une question sur l'articulation pratique, l'articulation entre… Ah, nous avons retrouvé Aurélien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, nous Oui. Allez réessayer. J'ai changé d'appareil, je suis passé sur mon iPad. Voilà, ce sera peut-être mieux. Bon, je disais sur l'extraterritorialité de la loi, et je serai rapide ensuite sur les projets européens pour conclure, que si on la regarde bien telle qu'elle est conçue, toutes les obligations s'imposent à la société mère. Et je pense qu'il y a une confusion d'ailleurs dans la manière dont la loi est reçue par notamment les organisations de la société civile. C'est que la débitrice du devoir de vigilance, c'est la société mère, c'est la société fêtière dans le groupe, c'est Total SE pour le groupe dont je suis directeur juridique. Et c'est elle qui est débitrice de la définition des mesures de vigilance et de leur mise en œuvre effective. Et une des difficultés qu'on a vues d'ailleurs dans le contentieux ougandais, c'est qu'une des demandes qui est faite, et comme Antonin Lévy disait tout à l'heure, on n'a pas encore abordé le fond, c'est qu'il est demandé à Total SE en tant que maison mère de donner l'ordre à une de ses filiales en Ouganda de faire telle et telle chose qui sont demandées. Et encore une fois, ça c'est le fond du litige et je ne rentre pas dedans, ce n'est pas le propos. On voit bien qu'il y a une difficulté de gouvernance qui est très forte. L'obligation de vigilance, c'est de se doter de procédures qui permettent d'identifier les risques, de mettre en œuvre des mesures de traitement des risques et de s'assurer, notamment par des audits, et là on est dans des processus classiques de gestion des risques, que les filiales, que les fournisseurs avec lesquels des relations commerciales sont établies vont bien effectivement mettre en œuvre ces mesures. Après, la filiale, le fournisseur de premier rang ne sont pas directement débiteurs de cette obligation. Et dernier point pour conclure en ce qui me concerne sur les projets européens, le commissaire européen Renders et la DG Justice à la Commission portent un projet qu'il faut soutenir, que nous soutenons d'ailleurs, d'extension au niveau européen du devoir de vigilance. Alors, c'est intéressant parce que ça a été dit, ça converge avec la gouvernance durable et les deux sont portés ensemble. Donc, on a un sujet gouvernance durable qui, pour nous, est plutôt la loi Pacte et la réforme qu'elle a portée en 1833 du Code civil et vigilance. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ça? Que ça existe, parce qu'en tant qu'entreprise française, d'ailleurs, soumise à une certaine rigueur avec la loi sur le devoir de vigilance, on ne peut que souhaiter un terrain de jeu concurrentiel qui soit le même pour tout le monde, un level playing field, et donc l'extension de ce devoir de vigilance aux grandes entreprises européennes, mais aussi, et il faudrait que l'Europe aille dans cette voie, par une extraterritorialité de la directive, une extension à des entreprises étrangères qui accèdent au marché européen. Je pense que c'est important. Et c'est dans le débat aujourd'hui. On doit aussi attendre une directive parce qu'elle pourra utilement clarifier certains des concepts utilisés par la loi française qui, on le sait, ont créé beaucoup d'insécurité juridique. La loi française, elle prévoyait la possibilité, je dis bien la possibilité pour le gouvernement d'adopter des décrets qui ne sont jamais venus, qui auraient été utiles, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons des contentieux qui existent, il y a une certaine incompréhension et d'ailleurs un désaccord sur ce qu'il faut entendre par certains des concepts de la loi, sur le niveau notamment de publication des cartographies des risques, par exemple, c'est un exemple que je donne. Et donc on doit souhaiter ça.
parce que les directives européennes en général apportent plus de détails aux concepts juridiques utilisés. On le sait très bien, le droit napoléonien français est malheureusement un peu trop créateur d'insécurité juridique à certains égards. Et enfin, il faudra que l'Union européenne soit vigilante, sans mauvais jeu de mots, sur l'articulation des grands enjeux de notre siècle. L'Union européenne porte aujourd'hui un Green Deal européen avec un paquet législatif très impressionnant que nous soutenons. Faut-il que le climat fasse partie du devoir de vigilance? C'est un débat. Il y a une difficulté qu'on peut y voir, c'est qu'il est difficile de faire de la due diligence sur le climat. On sait faire de la due diligence sur un risque de pollution sur l'environnement. On sait faire de la due diligence sur un risque de violation des droits humains. Faire de la due diligence sur le climat, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait pas réaliste, pas praticable. Ça ne veut pas dire, et je suis obligé d'y insister, me concernant d'ailleurs, que ça n'est pas un sujet important. C'est un sujet qui est un sujet fondamental, qui est probablement mieux porté, ça c'est mon opinion, d'autres peuvent ne pas la partager, par une législation spécifique tournée vers les enjeux climatiques et énergétiques, plutôt que par la due diligence. Les Anglais d'ailleurs, érudits, et les Californiens qui ont adopté un texte en la matière, parlent de Human Rights Due Diligence. Et on voit bien que la loi française, elle a largement élargi le périmètre de ce devoir. Donc j'en resterai là sur ce qu'il faut attendre de l'Europe, mais en tout cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer aux débats qui ont lieu et aux consultations qui sont faites par la Commission européenne. Il faut soutenir l'initiative européenne, il faut contribuer dans un souci de sécurité juridique et de promotion aussi de nos valeurs, parce que je pense que c'est important. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Ce que je vous propose d'abord, c'est un grand remerciement à nos 4 panélistes, mais nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin pour remercier tout le monde de tout ça. Donc, on va en profiter pour prendre peut-être quelques questions, si vous voulez bien. Alors, j'avais une première question qui était une demande sur l'articulation pratique entre les principes directs de l'OCDE et le devoir de vigilance. Est-ce que Christelle, peut-être, pourrait entamer une réponse ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Si vous regardez les textes, vous avez d'abord les principes directeurs de l'OCDE. C'est un document, j'étais en train de vérifier, vous avez plus d'une 50aine de pages. Et si vous comparez avec la loi française sur le devoir de vigilance, vous êtes plutôt sur une 50aine de lignes. Et tout ça pour vous dire que, très concrètement, que les principes directeurs de l'OCDE, c'est un document qui est extrêmement précieux pour les entreprises parce qu'il est précis, parce qu'il donne des lignes directrices qui sont beaucoup plus faciles à appréhender d'un point de vue pragmatique. La différence et peut-être la façon dont il peut s'articuler avec la loi française, c'est que la loi française, elle met beaucoup plus le focus sur le process que sur le fond. Et donc, effectivement, je pense que c'est plus appliquer, prendre la méthode que prescrit la loi française en utilisant sur le fond les lignes directrices issues des principes directeurs de l'OCDE. En tout cas, c'est comme ça que je trouve qu'avec mes clients, on a travaillé en ce sens. Je ne sais pas si Antonin, tu voulais compléter quelque chose à cet égard. Écoute, non, ce que tu as dit était très complet. La question qui se pose même en parallèle de celle-là, c'est la manière dont les juridictions vont venir apprécier cette interprétation du droit souple. C'est-à-dire dès lors qu'une entreprise se fixerait des obligations qui iraient, le cas échéant, au-delà de ce que prévoit la loi. Et là-dessus, elle est intéressante, la loi sur le devoir de vigilance, parce qu'elle est assez complète et en même temps laisse, comme souvent, de nombreuses marges à l'interprétation. Et donc, que se passerait-il dans une situation où une entreprise se situerait en over-compliance et prendrait des engagements, comme par exemple certains issus de ces règles OCDE, de ces principes directeurs de l'OCDE dont tu parlais, ne violerait pas directement la loi française, mais violerait les principes qu'elle s'est elle-même fixés. Est-ce qu'on peut pour autant conclure à une violation de la loi sur le devoir de vigilance et estimer que qui peut le plus peut le moins, et dès lors que l'entreprise a placé la barre haute, il lui incombe de le respecter? C'est une véritable question sur la manière dont ces normes, qui ne sont pas nécessairement contraignantes, mais qui servent en même temps de principes directeurs, sont censées s'appliquer quand elles rentrent en partie en collusion avec la manière dont la loi sur le devoir de vigilance les incorpore et fixe ses propres règles.
Et peut-être pour rebondir en un mot, et après, Stéphanie, je vous passerai la parole naturellement, mais ce que tu dis est extrêmement intéressant, Antonin, parce que ça me rappelle quelques arrêts qu'on a pu voir au début des années 2010, où justement, on s'interrogeait sur la portée des codes de conduite que publiaient beaucoup d'entreprises et qui avait été un fondement pour tenter de mettre en cause une responsabilité finalement quasi contractuelle, avec cette interrogation sur finalement un fondement qui n'était plus délictuel pour la responsabilité civile, mais quasi contractuel parce que finalement, en publiant leur code de conduite et en fonction presque de la rédaction précise de ces codes de conduite, les mots utilisés, parfois pouvaient servir de fondement à des allégations de « vous, entreprise, avez pris un engagement quasi contractuel vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de la société civile dont on cherchait à en tirer un fondement de responsabilité. Alors c'est une jurisprudence qui est finalement assez peu étayée et donc dont il est difficile de tirer beaucoup de conclusions fermes, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce premier mouvement de jurisprudence qu'on avait vu en France avant la loi sur le devoir de vigilance. Merci. Alors, j'ai vu quelques questions passer. Je vais essayer d'en choisir deux puisqu'il est 12h52. J'en ai une qui est sur la distinction des tribunaux anglais américains et d'autres tribunaux. Concrètement, je vous la lis, qui est les tribunaux anglais américains ont connu un contentieux abondant sur les droits de l'homme sur différents fondements, dont celui du duty of care. Quelles sont pour vous les différences pratiques entre l'approche française et l'approche anglo-américaine de la question, à la fois en termes de compétences des tribunaux et de contenu du devoir imposé, notamment la différence entre le duty of care et celui du devoir de vigilance, et y a-t-il une équivalence fonctionnelle? La question est tout de même assez large. Est-ce que quelqu'un veut se risquer à apporter quelques éléments? Bon, je vais m'y risquer, Stéphanie. C'est difficile de répondre de manière tranchée, puisque, et on l'a vu pendant la conférence, en fait, on n'a pas beaucoup de recul encore en France, et d'ailleurs, on n'a pas de jurisprudence du tout. On n'est pas du tout, en tout cas sur l'application du devoir de vigilance, au fond. Néanmoins, ce qu'on peut voir notamment dans les affaires anglaises, que je trouve assez intéressantes, qui ont donné lieu à des jugements de la High Court, de la Court of Appeal et de la Supreme Court, dans des affaires concernant Shell et les activités de filiales de Shell au Nigeria, on voit que, d'une part, les juridictions anglaises ont admis, et ça fait écho à ce que disaient Christelle et Antonin à l'instant, ont admis que les codes de conduite et les différentes normes internes en matière environnementale notamment, qui étaient auto-appliquées par les entreprises, produisaient un effet juridique. Donc ça a été admis dans des affaires récentes qu'on a mis à des décisions l'année dernière. Néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est que les juridictions anglaises ont clairement distingué les rôles, d'une part de la société mère, établie à Londres et aux Pays-Bas, en l'occurrence pour Shell, et de la filiale. Et cette juridiction anglaise dans le duty of care a en creux souligné qu'il y avait une forme d'obligation pour la maison mère de vérifier que la filiale va mettre en œuvre les normes internes qui sont appliquées, sinon la maison mère manquerait à son duty of care. Cependant, ne va pas jusqu'à considérer que s'il y a un manquement de la part de la filiale à ce duty of care incarné dans les règles internes, ça engage la responsabilité de la maison mère. Donc, ça souligne quoi? Ce que doit être en principe d'ailleurs en France, selon les travaux parlementaires, la loi sur le devoir de vigilance, c'est qu'il y a une obligation de moyens, certainement de la part de la société mère qui édicte ces normes internes volontairement, de surveiller leur mise en œuvre effective, mais pas d'obligation de résultat. Donc, je pense que c'est intéressant. Logiquement, c'est ce qu'avait à l'esprit le législateur français quand on regarde les travaux parlementaires. Et on verra ce que les tribunaux français en font. Merci Aurélien. J'ai deux questions, plusieurs qui reviennent un peu sur la responsabilité et sur la manière d'approcher cette notion de responsabilité de certaines entreprises, notamment les entreprises cotées. Et en gros, si j'essaye d'en résumer quelques-unes pour dire, a-t-on des éléments pour arriver à définir de manière claire ce qui relève de la déclaration de performance extra-financière et ce qui relève du domaine du devoir de vigilance? Louis-Pierre Perrin, peut-être que… Alors, je ne vous entends pas, pardon, je crois que votre micro est coupé.
Oui, je veux dire, la lecture des plans, quand on se promène dans les plans publiés par les entreprises françaises et dans les recommandations de l'AMF sur la question, montre qu'effectivement, rien n'est très clair sur la séparation entre déclaration de performance extra-financière et plan de vigilance. Donc certains les mélangent, d'autres font des renvois, d'autres font des documents séparés. Et il n'y a pas une méthode qui s'impose ni juridiquement, ni par des supériorités évidentes par rapport aux autres. Merci beaucoup. Et puis, je garde cette question pour la fin parce que vous verrez, quelqu'un nous dit comment pensez-vous que les standards d'un vrai bon plan de vigilance vont-ils finalement être fixés? Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments totalement clairs. Est-ce que les best practices des concurrents s'imposeront les uns aux autres à la manière de standards de gouvernance comme on a pu faire entre différentes sociétés? Ou est-ce que c'est l'éclatement des pratiques qui va demeurer? Les uns et les autres, comme l'a très bien dit Aurélien, on a peu de recul pour l'instant. On a parlé aussi de la contribution nécessaire dans cette discussion et ce dialogue, dans cette collaboration, je crois, à utiliser cette coopération, à utiliser le mot Antonin Lévy avec les associations, les ONG. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce point? Je dirais comme Aurélien qu'on peut attendre des progrès, notamment de la directive, si elle vient, quand elle vient, parce que pour l'instant, le texte français est tel que on ne peut pas vraiment savoir où il faudra attendre très longtemps pour que des bonnes pratiques s'imposent, surtout quand on compare avec les exigences très élevées dont je parlais des ONG sur le degré de précision. Il faudrait que tous les risques soient cités de façon précise et nominative, donc, qui est très très loin de la pratique actuelle ou même de la lecture de la loi. Donc il faudra attendre un peu avant d'avoir une norme plus évoluée pour arriver à un équilibre. Pour compléter ce que tu disais, ce qui fait une des définitions de la compliance et un des éléments de la compliance, c'est d'avoir des règles interprétatives qui sont strictes ou non, qui viennent accompagner les assujettis dans la mise en place des bonnes pratiques. Et on voit qu'aujourd'hui, dans la loi sur le devoir de vigilance, on est un peu à ce moment charnière où des règles existent, mais ces règles, les guides d'accompagnement se font encore un petit peu rares. On citait tout à l'heure Sherpa, qui a mis en place son propre guide de ce que devrait être, selon elle, une forme de plan de vigilance idéal. Il faut, je pense, que il y ait d'autres modèles qui se mettent en place, peut-être que des groupes de réflexion comme la FJE puissent participer collectivement pour le compte des entreprises assujetties à la définition de bonnes pratiques qui ne serviraient bien sûr que de guide et ne seraient pas obligatoires dans la mise en place, mais permettrait d'avoir des pratiques de place dans l'appréciation de ce que doivent être les obligations des différentes entreprises assujetties. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, il est 13 heures, donc tout d'abord, je voulais remercier tous nos panélistes et puis je voulais remercier aussi tous nos participants parce que nous sommes montés à notre meilleur score autour de 124 personnes. On en a perdu quelques-uns en début de déjeuner, mais nous sommes restés à une centaine de personnes. Donc d'abord, merci à tous. Nous savons combien 1h30 de conférence en visio, on en a beaucoup toute la journée, donc une de plus, c'est jamais très simple à gérer. En tout cas, j'espère qu'on a rendu ça le plus interactif possible. Je vous remercie beaucoup à chacun parce que vous avez donné une illustration et une vision qui, j'espère, a permis à nos auditeurs à la fois de remettre un peu à niveau, peut-être pour certains, les connaissances qu'il peut y avoir autour de ce sujet. Je crois que vous avez rappelé combien ce sujet, même si, comme disait Christelle, il date d'il y a une dizaine d'années, ou comme disait Louis-Pierre Perrin, on peut même le faire remonter à 10-15 ans, mais in fine, cela ne fait que moins que véritablement, j'allais dire autour de 5 ans, qu'il est en exécution, en mise en œuvre et en action très concrète de nos jours, et notamment en France. Donc, merci beaucoup pour toutes ces approches. Nombreux ont encore plein de questions à vous poser, donc on n'hésitera pas de toute façon aussi à vous les envoyer, et puis les uns et les autres, vous avez le nom de nos participants. Et puis j'aimerais aussi rappeler, je disais au tout début que c'est un grand cycle de conférences que nous avons organisé. La deuxième conférence a lieu bientôt, puisqu'elle a lieu le 28 janvier, donc dans quelques jours. Vous aurez comme intervenants Bernard Cazeneuve, Astrid Mignon, Antoine Gonnet et Laurent Cohen-Tanugui, pardon.
qui interviendront justement sur la question de l'opportunité d'un droit européen de la compliance. Donc, Aurélien vous a fait un petit teasing et vous a invité à vous intéresser à cette question et à la manière dont, en effet, nous pourrions essayer peut-être de couvrir une partie des disparités que l'on voit toujours existantes aujourd'hui et dont on a fait part aujourd'hui dans le cadre de la présentation de cette conférence. Donc, doit-il y avoir un modèle européen en matière de compliance? Doit-on s'organiser autour de ça? Certains en sont même allés, et notamment un des prochains panélistes, jusqu'à la notion d'un parquet européen. Donc, on ira plus large sur la question de la compliance et pas uniquement sur la question du des droits humains, mais là directement sur la notion européenne du droit de la compliance. Voilà, merci beaucoup à tous. Encore toutes nos excuses pour les quelques moments un peu difficiles dans l'écoute. On s'améliore à chaque moment. Merci à tous et puis très bonne journée, très bonne suite et surtout, nous restons à votre écoute. Si vous avez des questions, nous les ferons passer aux différents intervenants. Bonne journée à tous et merci. Merci. Au revoir Stéphanie. Merci. Merci.